Et moi non plus. Bien, si vous voulez finir. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to go. Bien, eh bien, merci à tous d'être venus dans cette magnifique salle. Donc maintenant, nous allons entamer le débat avec la Direction générale des finances publiques. Donc nous sommes heureux d'accueillir Madame Legrand et Monsieur Diaz, qui représentent la DGFiP. Et cet atelier sera animé par la commission juridique, par son président Éric Messina et son vice-président Philippe Legault, à qui je vais donner la parole tout de suite pour commencer les débats. Merci. Donc, je vous rappelle qu'on a lancé une enquête flash concernant notamment les CRM, l'EPS et autres. Donc, c'est Philippe qui va vous présenter le résultat de cette enquête. Et je remercie les 38 centres qui ont répondu à cette enquête, qui permet d'avoir un taux significatif important, de 40%, ce qui paraît très bien. Philippe, je te propose de présenter le résultat de l'enquête. Bonjour à tous, merci Eric. Effectivement, je vais vous présenter les résultats de notre enquête. Je vais essayer de gérer la zapette en même temps. Ça marche? Ça marche pas. Ça va marcher? Ça marche. Bon, ça, vous nous connaissez, c'est bon. Hop. Voilà. Donc c'est une première enquête qui a été faite au mois de septembre. On fera bien évidemment une enquête un peu plus complète au mois de mai-juin prochain. Mais pour ces journées, on vous propose de faire une petite enquête flash. Et cette petite enquête flash, vous avez les résultats sous les yeux, donc, et moi aussi d'ailleurs. Donc 38 CGA ont répondu, ce qui représente quand même 152 139 adhérents, précisément. Ce qui fait à peu près un tiers du total des adhérents BIC. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a à la louche 470 000 adhérents BIC. Donc, en gros, notre enquête représente un tiers des adhérents, donc ce qui permet quand même, a priori, d'avoir des résultats assez significatifs. Merci à toutes les régions d'avoir répondu, y compris nos amis des DOM qui ont répondu. À l'intérieur de cette enquête, il y avait des questions un petit peu plus, qui demandaient un peu plus de temps. 19 CGA ont eu la possibilité, alors soit de temps, soit des problèmes informatiques, pour des problèmes informatiques. Donc 19 CGA ont réussi à répondre, ce qui représente 85 800 adhérents. Donc ça, c'est toute la partie que vous allez voir tout à l'heure sur le chiffrage et l'impact des rectificatives. CRM, compte rendu de mission rectifié. Donc ces enquêtes ont été réalisées à partir des rapports O1 et des comptes rendus de mission. Alors, les résultats, c'est parti. C'est bientôt parti. Ça va partir, oui. Donc, la première question qui vous aviez été posée, c'était les problématiques de rectificatifs de forme. Sur ces rectificatifs de forme, on a noté, donc sur ces 150 000 adhérents, 3,7% des dossiers qui étaient en rectificatif de forme. Alors, on a noté quand même de forts écarts types entre les CGA, donc voilà. Il doit y avoir des notions de rectificatif de forme un peu différentes suivant les organismes agréés, mais en moyenne, il y a 3,7% des dossiers qui sont rectificatifs de forme.
Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas dans les centres de gestion au quotidien, les niveaux de compte rendu de mission, puisqu'on va parler maintenant des comptes rendus de mission, des résultats des comptes rendus de mission. Donc il y a 7 comptes rendus de mission, c'est les 7 anciens comptes rendus de mission, puisque vous avez noté qu'on a fait ça à partir des rapports O1, donc les rapports O1 de l'année dernière. Donc, il y a les CRM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc le sans anomalie après question, courrier pour information, rectificative, absence de réponse, réponse incomplète et le cas du désaccord. Donc, j'ai mis en rouge les cas les plus graves, entre guillemets, hein, les 5, 6, 7. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour rappel. Les résultats maintenant. Alors, je sais. Ah, si, on voit bien. Sur l'écran, je ne vois pas grand-chose, mais vous voyez bien. Donc, les dossiers sans anomalie, 62%. Sans anomalie suite à réponse de l'adhérent ou de son conseil, 25%. Des dossiers en pour information, 9,3%. Des rectificatifs, 2,4%. Et après, 0,46, 0,20 et 0,04. Alors, je vous ai fait une petite extrapolation à côté pour voir un peu ce que ça pouvait donner en nombre, en impact chiffré par rapport à nos 470 000 au niveau national. Donc, si on prend ne serait-ce que les cas de désaccord, donc les cas 5, 6, 7, donc l'absence de réponse, la réponse incomplète et le désaccord, on arrive à 3300 dossiers BIC par an. Donc, ce qui fait effectivement 0,70%. Donc, c'est faible. Et si on additionne ce dont on parlait tout à l'heure avec les représentants de la DGFiP, les cas de rectificatifs plus les cas de désaccord, globalement, on arrive à 3% des dossiers. Alors, c'est en plus des rectificatifs formels qu'on en a vu dans la première diapo tout à l'heure. D'accord ? Donc, voilà pour les résultats. On s'est permis, puisque vous vous rappelez qu'on a fait des mêmes types d'enquêtes en 2013-2015, donc on a ressorti un petit peu l'évolution dans le temps de ces 3 enquêtes. Bon, il y a une augmentation, vous le notez, des CRM niveau 3, une augmentation des CRM niveau 4, et après une stabilité des 5, 6, 7, suivant les années. Donc voilà un peu l'évolution. Je pense que là maintenant ça commence à se stabiliser. Effectivement en 2013, c'était par rapport au dossier de 2012. Bon, c'est vrai qu'on avait cette mission-là depuis 2010, mais voilà, les textes avaient été un peu longs à sortir, donc voilà, la première année était un peu une année d'adaptation, on va dire. Et depuis, je pense que là, sur les chiffres de 2015-2017, on tombe quand même dans quelque chose, une moyenne qu'on risque de retrouver les années futures. Donc voilà l'évolution. Donc globalement, ce qui veut dire que les CRM 1, CRM 2, donc c'est-à-dire les dossiers où il n'y a vraiment aucune anomalie, c'est 87,6% des dossiers. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Les dossiers sur lesquels on intervient, donc les pour information, les demandes de rectificatives ou les cas de désaccord, c'est 12,4% des dossiers. Bon, si j'y additionne les 3% en gros de rectificatives, à la louche, ça nous donne un gros 15% de dossiers sur lesquels on intervient, soit par une rectificative, soit par des accords, soit pour information. Donc voilà pour les niveaux de CRM. Alors je vous ai dit qu'on a essayé de chiffrer l'impact financier de nos comptes rendus de mission et notamment des désaccords. Donc sur les désaccords de nos dossiers, sur les centres qui ont pu, les 19 centres qui ont pu répondre à ces données chiffrées, on a 2462 rectificatives. Alors je ne vais pas vous lire le truc en détail, mais les impacts sur nos dossiers. Par contre, ce que j'ai fait, alors oui, juste une petite précision, on vous donnera les données, ça peut vous servir dans vos centres. On vous enverra, je pense, assez rapidement, demain, ces informations-là, demain matin. Alors, on s'est servi de ces données-là pour faire une extrapolation, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau national sur l'impact en faveur et en défaveur. Parce que vous savez que quand dans un centre de gestion, ou les associations, les OMG, quand on fait des rectificatives, c'est en plus ou en moins. Ce n'est pas toujours en défaveur de l'adhérent. Donc les incidences sur le résultat, l'impact est de 43 700 000 €. Alors là, je parle en base, bien évidemment.
Sur les plus-values long terme, 14 millions. L'incidence en matière de TVA, alors là on parle en montant, là, on n'est plus en base, on est à 10 800 000 et sur la TVA déductible 1,2 million. Donc pour faire simple, 12 millions d'impact global sur les dossiers BIC rectifiés, en faveur et défaveur, plus et moins. Alors là, je me suis permis de faire une petite dédicace pour nos amis de l'administration fiscale, c'est le solde net. Si j'osais, c'est combien on rapporte à l'administration fiscale. En incidence sur le résultat, donc, ce qui donne 13 400 000, 2,6 millions en plus-value, donc toujours en base. Et en termes de TVA, l'impact est rectifié de 9 millions d'euros. Là, en espèces sonnantes et trébuchantes. Voilà. Donc voilà pour la partie impact des rectificatives. Un petit point rapide sur la formation et après on passe à l'EPS. Alors sur la formation, le nombre d'actions de formation, bon, donc sur notre panel 1445 actions, ce qui fait par extrapolation 4500. Sur le nombre de participations, 9673 sur le panel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne un taux de participation de 6,4%. En termes de formation. Je vais passer assez rapidement sur la partie formation pour arriver à un sujet qui nous occupe depuis un petit bout de temps, l'examen périodique de sincérité. Alors on a essayé de faire une petite enquête, donc cette enquête, la situation au 30 septembre. Alors je sais que depuis ça a évolué et vous avez fait beaucoup de PS depuis, mais à l'époque, donc sur notre panel, il y a 18 719 dossiers qui avaient été tirés au sort. Vous aviez au 30 septembre déjà reçu 12 940 fakes ou grands livres, alors essentiellement des fakes, hein, de façon dématérialisée. Au 30 septembre, vous aviez également terminé 1669 dossiers, donc 9% d'autres dossiers étaient terminés. Bon, pour faire simple, comme sur la première année, on contrôle les 31 décembre et qu'on a 9 plus 2, 11 mois pour le faire, ça nous amène jusqu'au mois de mars. Donc, entre le 30 septembre et fin mars, il va nous rester 91% des dossiers à faire. Donc, voilà. Bon, après, c'est une première année de mise en place. Là, je ne vais pas parler à la place de l'administration fiscale, mais je pense qu'on va peut-être avoir un peu de souplesse. Enfin, je le demande déjà. Ensuite, sur les impacts quand même, sur qu'est-ce que ça donne au final, à quoi ça sert. Sur les 1669 EPS qui étaient terminés au 30 septembre, il y avait 8 dossiers en désaccord et 3 dossiers en doute sérieux. Ce qui représente 0,75% des dossiers, ce qui n'est pas énorme. Sur le nombre de pièces moyennes par dossier, c'est 9 pièces en moyenne par dossier. Et pour finir, combien de temps on passe pour faire tout ça? Cet examen périodique de sincérité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres aussi. Non. Bon, en gros, 95% des centres ont répondu qu'ils passent plus d'1 heure, donc entre 1 heure et plus de 2 heures. Donc, si on fait assez simple, hein, je pense qu'on peut très facilement estimer que vous avez passé 1 heure et demie par dossier pour faire les examens périodiques de sincérité. Alors, quand je parle d'1 heure et demie, c'est de la demande du FEC, l'intégration du FEC dans le logiciel, la demande des pièces, l'intégration des pièces, le jugement des pièces, les questions complémentaires, enfin, jusqu'au bout, quoi, le dossier est terminé. 1 heure et demie par dossier. Voilà. Alors, c'est juste, hein, c'est une enquête, hein, donc c'est constatatif. Hein, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir... Je crois que j'ai rien après. Madame Legrand, à vous de jouer. Ça marche. Oui, ça marche. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette enquête. On est évidemment preneur pour la recevoir. Vous en doutez pas. Je tenais d'abord à remercier la FCGA pour son invitation et également pour les travaux qui ont été accomplis depuis 3 ans maintenant
à la suite du rapport de la Cour des comptes. On n'a pas toujours été d'accord, mais on a su s'écouter, il me semble, avec les autres présidents de fédérations qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents d'ailleurs, que j'associe à ces remerciements pour les travaux qui ont été réalisés. S'agissant justement de ces travaux, on va vous faire une présentation avec assez peu de nouveautés, hélas, parce que en ce qui concerne le bureau GF2B, les travaux rédactionnels sont terminés, ils ont été publiés. Nelly Legrand, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est rédactrice donc, au sein du bureau, c'est sa deuxième intervention en congrès, vous fera cette présentation. Donc assez peu de nouveautés concernant la réforme, puisqu'elle est pratiquement clôturée. Ce qu'on attend maintenant, c'est effectivement les retours tels que ceux-ci, enfin, retours intermédiaires, j'entends, qui pourront donc être finalisés lors du premier trimestre de l'année pour véritablement pouvoir faire un bilan de cette première année de l'EPS, qui reste le point central de la réforme. S'agissant des actualités du bureau, ce dont je peux vous parler et qui impacte les EGA, c'est le réseau des correspondants et des contrôleurs qualité. Je ne sais pas si, en lisant le rapport de la Cour des comptes, vous allez jusqu'à la fin, où on parle un petit peu de la DGFiP, justement, et de son action en matière de contrôle. On n'a pas été épargné. Donc c'est vrai qu'on a été beaucoup pris sur la rédaction des textes, parce que c'était la substance qui permettait de mettre en œuvre la réforme. Donc on a commencé à travailler avec notre réseau en faisant passer des messages, des consignes. On a mis en place une grille de contrôle qui devrait servir de fil rouge en fait, aux contrôleurs qualité pour essayer de les orienter à harmoniser le plus possible les contrôles sur l'ensemble du territoire. On va également, Nelly Legrand va participer à une formation de l'ensemble des contrôleurs qualité du territoire au mois de décembre, pendant 2 jours et demi. Il y aura une intervention du bureau GF2B pour faire passer aussi des messages politiques sur ce qu'on attend désormais des contrôleurs qualité. Et on recevra l'ensemble des intervenants, les correspondants aux EGA et les contrôleurs qualité, lors d'un séminaire également au mois de décembre. Donc là, on travaille énormément avec notre réseau. Quelque chose qui a été énormément demandé par les différentes fédérations, concerne l'harmonisation des contrôles de qualité. Donc on y travaille en donnant des outils normés de ces contrôles. Mais nous sommes bien conscients que c'est aussi un problème de pilotage et donc il va falloir redonner un petit peu des consignes claires sur l'ensemble des contrôles qui sont réalisés. On a plusieurs pistes, pour l'instant il n'y a pas d'arbitrage, mais on va d'ores et déjà demander que l'ensemble des rapports de contrôle de qualité remontent à la centrale. Voilà où on en est. Enfin, vous imaginez ce que ça peut donner si on les examine en termes de pilotage et notamment de mutualisation des bonnes pratiques pour nos contrôleurs qualité. Le principal message politique qui sera donné aux contrôleurs de qualité, ça sera d'accompagner sur les nouvelles missions les OGA qui feront l'objet d'un contrôle. De mettre en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, toutes les évolutions qu'il y a eu en matière de charte, puisque à partir de la publication de la charte, un délai a été accordé par le sous-directeur pour permettre la mise à jour des statuts, de reprendre, si j'ose dire, des bonnes pratiques telles qu'elles ont été publiées. Mais il y aura également un message un peu plus ferme qui sera donné, puisqu'on va sortir un petit peu du contrôle de qualité, rentrer un peu plus dans le contrôle. Contrôle qui, on le rappellera, a aussi une finalité répressive. Dans un premier temps, sur les OGA qui n'auraient pas, bien intégré les missions qui étaient déjà antérieures à la réforme, dire le contrôle de la TVA, maintenant ça commence à faire 7 ans, mais il en existe encore. Et sur ce type de structure,
il va falloir qu'elle se mette quand même à niveau très rapidement. Sinon, on ne conçoit pas qu'elle puisse mettre en œuvre un EPS de qualité dans ces 2 prochaines années si elle ne maîtrise pas le mécanisme de la TVA tel qu'on a pu le voir ces dernières années. Donc les consignes qui seront données sur ces OGA, ça sera de formaliser une mise en conformité très rapide, avec un nouveau contrôle de qualité très rapide aussi, et si jamais aucun effort n'est fait, ce sera un retrait d'agrément, tout simplement. Donc voilà pour le message un petit peu qu'on va faire passer. Et je pense que les présidents de fédération, ceux qui m'en ont parlé en tout cas, attendaient un petit peu ce type de message. La notion de très rapide, on en a discuté un petit peu, 6 mois, 6 mois, 1 an. On parle 12 mois. 12 mois, d'accord. Voilà. Après, il faut voir aussi s'il y a un problème ou s'il y a des problèmes. Et s'il y a des antécédents ou pas. Au bout d'un moment, voilà, s'il y a des antécédents, je ne vois pas l'utilité de laisser une nouvelle chance à un OGA qui a déjà fait l'objet de recommandations à plusieurs reprises et qui n'en a pas tenu compte. Il faut bien savoir aussi que le retrait d'agrément, pour nous, c'est une décision administrative qui peut faire l'objet d'un recours. Donc il faut aussi qu'on ait des billes. Je vous rappelle aussi que la Cour avait relevé que de 2011 ou de 2010 à 2014, il y avait eu seulement un non-renouvellement d'agrément. Donc sur 432 structures, alors elles n'avaient pas toutes fait l'objet d'un renouvellement d'agrément, mais il y en avait au moins eu 300. Quand on parle d'un contrôle, il doit avoir aussi une finalité répressive. S'il n'y a eu qu'un seul non-renouvellement, c'est que quelque part, il y avait des défaillances à la DGFiP. Et il faut donc qu'on les corrige, et on va les corriger. Si vous permettez, effectivement, c'est quelque chose qu'on attendait, je parle en mon propre nom, mais je pense au niveau des autres fédérations, parce qu'on a déjà évoqué lors des réunions antérieures. Et bon, effectivement, je comprends qu'il faut un délai d'attente, mais quand on parle d'éléments qui devaient être mis en place depuis 7 ans, je pense qu'effectivement, il ne faut pas trop attendre non plus, parce qu'on n'est pas sur des nouvelles missions déjà. Que les nouvelles missions, effectivement, il y a un certain délai, qu'on puisse laisser un petit peu de temps au centre de gestion de s'adapter, je comprends, et ça c'est normal. Par contre, si effectivement des centres ne font pas les missions qui étaient dévolues déjà depuis 7 ans, je ne pense pas qu'ils vont s'adapter aux nouvelles tout de suite. Hein. Donc, Alors, ce délai-là aussi, il est dû. Je n'ai pas de vision sur les contrôles de qualité qui ont déjà été faits sur des EGA à problème. Si il nous remonte des dossiers où en fait on n'a pas de billes pour aller au bout, mais qu'on constate des dysfonctionnements graves, il y a le droit à la deuxième chance. Hein. On pourra pas. Mais il faudrait que ce soit fait très rapidement maintenant sur les anciennes missions. Sur les nouvelles missions, un message clair sera également passé. Donc évidemment sur la bienveillance qui sera fait en matière de PS. Le message sera aussi très clair sur l'OGA qui n'aura pas mis en œuvre le PS cette année. Il y aura pas de, on entend bien devant ce type d'action, il n'y aura pas de bienveillance, bien évidemment. Donc, je vais laisser la parole à Nelly. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi aussi, je vais d'abord remercier la FCGA de son invitation et de son bon accueil. Et moi, je vais un petit peu vous rappeler le contexte des travaux, même si je sais que la plupart d'entre vous le connaissez. Donc tout est parti du rapport de la Cour des comptes du 11 septembre 2014, qui a dressé un bilan mitigé de la valeur ajoutée apportée par les organismes de gestion agréés, tout en concluant à la nécessité de maintenir ces structures en raison du rôle très nécessaire d'intermédiation qu'elles jouaient entre l'administration fiscale et les entreprises. Donc pour tirer toutes les conclusions de ce rapport, un groupe de travail s'est réuni pendant 2 ans entre l'administration fiscale et les 15 fédérations représentatives des organismes de gestion agréés. Et les textes sont issus des travaux de ce groupe, qui ont été notamment concrétisés dans la loi de finances pour 2015 et surtout dans la loi de finances rectificative pour 2015, et plus particulièrement son article 37, cette loi ayant elle-même donné lieu à un décret d'application du 11 octobre 2016,
qui a été à son tour décliné dans plusieurs arrêtés qui sont parus entre fin 2016 et début 2017. Donc ces nouveaux textes, on les a commentés dans des publications doctrinales BOFIP. Donc tout d'abord, le 1er février 2017, on a commenté le dispositif de l'EPS. Ensuite, une nouvelle charte des bonnes pratiques a été publiée le 1er mars 2017. Et enfin, les commentaires doctrinaux portant sur la nouvelle réglementation applicable aux organismes de gestion agréés et a été publié le 5 juillet 2017 avec une petite précision sur les conseils d'administration apportée le 2 août 2017. Donc à ce jour, tous les textes doctrinaux et réglementaires sont parus et toutes les bases textuelles sont en place. Donc un petit focus sur le décret du 11 octobre 2016 qui a été publié au journal officiel le 13 octobre et qui est donc entré en vigueur pour la plupart de ses dispositions le lendemain, c'est-à-dire le 14 octobre 2016. Toutefois, nous avons décidé de laisser une mise en vigueur différée pour certaines dispositions pour pouvoir laisser du temps aux organismes de gestion agréés pour s'organiser. Sur deux dispositions en particulier, la nouvelle règle de composition des conseils d'administration, qui n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2019, et les nouveaux seuils d'adhérents, sachant qu'effectivement, il y a 2 dates d'entrée en vigueur, 1er janvier 2019 pour les nouveaux OGA, et 1er janvier 2020 pour les OGA qui disposaient déjà d'un agrément au 1er janvier 2019. Donc, nous avons donné des consignes à nos contrôleurs qualité pour ne pas anticiper l'entrée en vigueur de ces mesures différées. On leur a également donné des consignes pour accompagner les organismes de gestion agréés dans l'appropriation de cette nouvelle réglementation. En ce qui concerne le nouveau seuil, les nouveaux seuils minimums d'adhérents, le principe, c'est un nouveau seuil unique, quelle que soit la catégorie de l'organisme agréé, de 1000 adhérents ou clients, avec la prise en compte, ce qui n'était pas le cas en fait dans l'ancienne doctrine à propos des bureaux secondaires. Parce qu'on a décidé en fait de réglementer les bureaux secondaires en imposant un seuil supplémentaire de 500 adhérents pour pouvoir ouvrir et maintenir ce type de bureau, et à la condition de lui confier des réalisations de contrôle pour au moins 500 adhérents. Donc, comme précisé un peu plus tôt, là aussi, on a laissé un délai de mise en conformité au 1er janvier 2019, voire 1er janvier 2020. Donc, ces principes des nouveaux seuils avaient donné lieu à un contentieux, à un recours pour excès de pouvoir déposé par certaines organisations professionnelles, et le principe a été totalement validé par le Conseil d'État dans son arrêt du 21 juin 2017. Ces notions de bureau secondaire permanents, parce qu'il y a plusieurs titres qu'on donne, hein, jusqu'à des boîtes postales. On est bien d'accord que tout ça, les 500 s'appliquent, quelle que soit la dénomination. Oui, on peut vous confirmer qu'effectivement, l'appellation importe peu. Effectivement, ce qui compte, c'est vraiment la réalité des choses. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, il faut que ces bureaux secondaires présentent des moyens humains minimums, on va dire, pour pouvoir fournir un service de proximité. Et à compter de 1er janvier 2019, voire 1er janvier 2020, effectivement, il faudra qu'ils disposent de moyens suffisants pour pouvoir réaliser des contrôles pour au moins 500 adhérents, effectivement. Quelle que soit l'appellation, domiciliation, peu importe. Non, je vais vous faire une petite présentation de l'EPS, mais bon, vous êtes, j'imagine, en plein travaux. Donc cet examen périodique de sincérité, il a été mis en place en réponse aux critiques de la Cour des comptes, qui concluait en fait au caractère insuffisant des missions des OGA avec les contrôles qui étaient réalisés par l'administration fiscale. La Cour préconisait donc d'étendre les contrôles que pouvaient réaliser les OGA,
de renforcer également le rôle des OGA dans la fiabilisation des déclarations fiscales, notamment en permettant donc aux OGA d'avoir accès aux pièces justificatives de leurs adhérents. Donc Nelly l'a rappelé, c'est l'article 37 du PLFR 2015 qui a modifié le CGI et qui a ajouté donc cette nouvelle mission aux OGA. Le PS a fait l'objet d'une expérimentation donc, durant l'été 2016. Cette expérimentation a donné lieu à un retour des fédérations il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an maintenant. Il a été décidé lors de la réunion du mois de décembre 2016, donc où était présent donc, le sous-directeur, de procéder à des allègements du dispositif par rapport à ceux qui avaient été testés lors de l'expérimentation. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Non, c'était juste ça juste avant. Mais bon, trop vite, j'y reviens. Voilà. Donc, l'examen périodique de sincérité, en fait, constitue un contrôle périodique sur un échantillon de pièces justificatives de l'adhérent qui vise, en fait, à vérifier notamment la déductibilité de certaines charges qui ont été déduites du résultat. Sa périodicité est différenciée selon que l'adhérent est accompagné ou pas d'un professionnel de l'expertise comptable. Ainsi, on tient compte des travaux qui ont été réalisés par l'expert comptable sur le dossier de son client et donc adhérent d'OGA. Le PS est réalisé en même temps que le CCV et lors des groupes de travail, il a été donc décidé de donner un délai supplémentaire pour la réalisation de l'EPS, délai donc de 3 mois, qui en fait permet au total d'avoir 11 mois pour adresser les conclusions de l'EPS et de CCV via le CRM. On peut passer à la slide suivante. Sur la sélection des adhérents, alors ça s'est fait un petit peu en précipitation cette année parce qu'il fallait absolument, après près de 2 ans de groupe de travail, se lancer dans l'EPS. Donc sur la définition donc, du portefeuille sur lequel on doit sélectionner les adhérents, c'est les adhérents qui sont présents au 31 décembre donc, de l'année N-1 pour un EPS en N. Schématiquement, parce que je pense que ça a été assez bien fait, même pour cette première année où ça a été fait un petit peu dans la précipitation. Ça s'est bien passé. Donc une distinction entre les deux populations, celle accompagnée et pas accompagnée. On ne tient pas compte des contrôles systématiques sur les entrants qui ne sont pas des créations d'entreprise et on rajoute un petit peu un caractère dissuasif, si j'ose dire, au dispositif en soumettant à l'EPS 1% des adhérents qui ont déjà fait l'objet d'un EPS. Pas de chance. Pour ceux qui pensaient être tranquilles pendant 6 ans, voilà, mais il y a un petit risque. C'est bien la finalité de la chose. De cette première année, il nous est déjà remonté, parce que la méthode de sélection elle a été appliquée au mois de janvier, février, mars l'année dernière. On a déjà eu quelques questions sur le sujet avec quelques petits dysfonctionnements, notamment sur des personnes qui éventuellement changent de régime ou cessent leur activité. Oui, on a des décès, on a ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas très élégant. On n'a pas pensé à tout ça. Oui. La direction du BOFIP, donc on va essayer de nettoyer toutes ces petites choses assez rapidement. Même si au final, de toute façon, au bout de 6 ans ou au bout de 3 ans, ils doivent être tous contrôlés. Donc, au bout de 6 ans, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit contrôlé. Hein. Ça peut dépendre des flux des flux d'adhésion. Le principe, c'est d'en vérifier un 6e ou un tiers tous les ans. Après, voilà. Ah oui, donc sur la modalité d'accès aux pièces, donc là c'est pareil, on a fait quelque chose d'assez souple, parce qu'il fallait aussi une mise en place assez rapide, donc on n'allait pas mettre trop de carcans sur les modalités de transmission et d'échange de pièces. Sur le principe, on reste d'abord sur la communication de documents qui permettent donc de sélectionner des opérations.
avec une modalité de transmission qui est laissée au libre arbitre de l'adhérent et de l'OGA. Après une sélection donc, des pièces à partir du document répertoriant la comptabilité, de nouveau, demande à l'adhérent, en pratique à l'expert comptable, et pour transmission de ces documents, avec là également une totale liberté sur les modalités de transmission. On espère que ça va être fait de façon dématérialisée assez rapidement. Le bureau GF2B participe au groupe de travail à Edificas qui actuellement travaille donc sur la procédure EDI-OGA pour faciliter les échanges tant des documents comptables que des pièces justificatives, que des pièces. Avec possibilité d'échanger des messages donc, et des pièces. C'est Nelly qui était allée la dernière fois, mais il me semble déjà qu'au mois de juin dernier, le cahier des charges de EDI et OGA était finalisé. Et pour info, demain, il y a un groupe de travail, donc justement GT2 EDI OGA, auquel je participerai demain matin. Juste sur la conservation des pièces, puisque ça fait des volumes importants, on les conserve jusqu'au prochain audit ou au bout de 3 ans on peut détruire? Alors, tel que c'est précisé dans la doctrine, il faut les conserver 3 ans minimum. Donc ça fera toujours un peu moins. Ça fera toujours un peu moins. Gérard, j'espère que tu es content. Donc il n'y a pas d'obligation de conserver pendant 6 ans tous les documents. Étant donné la masse également de documents, je pense que le contrôleur qualité, avec les 3 dernières années, aura de quoi faire. Oui, sur certains centres, ça représentera déjà près de 100 000 pièces. En 3 ans, je pense qu'ils auront de quoi choisir. Donc, sur la méthode de sélection des pièces, le PS est réalisé selon 2 paliers. Un premier palier sur en fait, des dispositifs fiscaux avantageux ou des dépenses fiscales telles que les amortissements, les provisions, les réductions d'impôts, les crédits d'impôts qui ont été listés dans le BOFIP. On a essayé de ne pas conserver de dispositifs trop compliqués non plus à contrôler. Et un deuxième palier où donc là, il est demandé à l'OGA de sélectionner par rapport aux documents comptables éventuellement des charges sur lesquelles il pourrait exister un risque d'erreur, on va dire, qu'aurait pu commettre l'adhérent. Voilà, à partir d'une méthodologie. Alors sur cette méthodologie, avec la fédération, on a écrit un guide méthodologique qui vous permet de mettre vos procédures en place sur cette notion de zone de risque. Parce que c'est vrai que c'est autant le palier 1, il est contraignant, mais il est simple. Parce que si j'ai un avantage fiscal, une réduction, une dépense fiscale, je prends une pièce. Autant sur le palier 2, c'est à partir d'une zone de risque. Donc là, voilà, donc on a rédigé un guide méthodologique que vous avez dû tous recevoir. Il y a même eu déjà 2 mises à jour ou 3 mises à jour en fonction des BOFIP qui ont été publiés. Donc voilà, là-dessus... Alors, pour la petite histoire, initialement, la méthodologie devait être validée par la DGFIP. On a abandonné cette idée. Le contrôleur qualité examinera sur place la méthodologie qui est mise en place. À partir du moment où vous vérifiez une charge sur laquelle il y a un petit risque de dépenses personnelles ou un petit risque autre de problématiques de comptabilisation, voilà, on n'ira pas chercher des noises sur ce type sur la méthodologie en elle-même auprès des OGA. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la fédération a fait ce guide, pour qu'au moins que tous les centres de fédération aient à leur disposition quelque chose d'utile pour eux, bien entendu, mais surtout quelque chose de commun. Et justement, dans le contrôle qualité, qui est aussi, pour autant que tout le monde l'applique, mais en général, je pense, j'espère, ça veut dire quand même qu'il y aura uniformité sur le territoire pour les gens adhérents à la fédération. Donc on verra effectivement, en fonction des remontées des contrôles qualité, s'il y a des distorsions dans les contrôles qualité sur la méthode, avec une méthode unique pour les adhérents fédérés. Ce qui se passe pour les contrôles de qualité peut se passer aussi pour les OGA. D'ailleurs, sur les chiffres qu'on a vu tout à l'heure sur les OGA, il y a des disparités importantes sur les rectifications de TVA en matière de forme. Dans toute organisation
humaine, même avec toute l'harmonisation que l'on souhaitera, il y aura mais en tout cas, sur le fait d'avoir une méthodologie harmonisée sur l'ensemble des CGA de la fédération, oui, on aurait tendance à l'encourager au sein de la DGFiP. Alors, oui, l'expérimentation telle qu'elle avait été menée durant l'été 2016 a été faite en fait sur un barème qui est en fait le double de celui qui a finalement été retenu. On a tenu compte en fait des remontées, des retours des fédérations donc sur ce point-là, tout en étant observé d'ailleurs que ce n'est pas le nombre de pièces examinées qui vous pose problème et qui vous prend du temps dans le cas de l'EPS, mais c'est toute la gestion administrative, tout l'aspect administratif qui est compliqué, parce qu'après, contrôler 5 factures, c'est jouable. Ou 10. Mais je pense sincèrement que c'était nécessaire. Ça a permis l'acceptation aussi de l'EPS par l'ensemble des participants, de tous les participants, enfin en grande partie en tout cas. Et on a également, j'allais dire consenti, mais en fait discuté et décidé ensemble d'accepter le fait que le volume de pièces, enfin le barème ne soit plus obligatoire, mais indicatif devant les remontées du terrain et de la gestion courante des dossiers que vous avez. Bah, notamment en BIC, les loueurs en meublé, trouver 5 pièces. Non, mais voilà, on a écouté et on en a tenu compte. Merci. Je crois qu'on est arrivé là à quelque chose qui me semble équilibré. Et enfin, dernier point sur là également, il y a eu les contrôles obligatoires ont fondu. On était peut-être un petit peu, un petit peu trop exigeant. Oui, la liste était un petit peu. Vous aviez mis la barre haut. C'était les mentions obligatoires d'une facture dans le Code général des impôts. Ça fait un peu plus de 23 obligations. Donc, on est revenu à quelque chose de plus basique et c'est très bien parce que déjà, je pense qu'avec déjà ces points-là et des échos que j'ai des autres présidents de fédération ou de directeurs de CGA, l'EPS semble fonctionner. On trouve des incohérences dans les dossiers. Alors, c'est pas non plus... ça reste dans des proportions... Je pense qu'on va retomber dans les mêmes proportions de désaccords qu'on a vu tout à l'heure sur les ECV. On va retomber statistiquement, principalement sur les mêmes dossiers ou alors sur des dossiers qui étaient bien faits, si j'ose dire. Et voilà, mais la pièce devrait permettre de donner quelques éclaircissements sur... l'absence de problème qui avait été détectée. Après, je pense qu'il peut y avoir, alors je parle sous couvert des associations de gestion d'année, mais je pense qu'il y aura peut-être, les pourcentages pourraient bouger un petit peu par rapport au BNC, par rapport au BIC, sachant que nous, on a 99% d'experts comptables sur les dossiers. Donc c'est vrai qu'il y a déjà en amont un truc qui a été fait. En BNC, je ne suis pas me tromper, mais s'il y a 30 ou 40% d'adhérence en experts comptables, il peut y avoir peut-être un élément plus important sur des rectificatives. Après, sur les BNC, il y a moins aussi de dépenses, hein. Il y a moins de matière aussi. Donc je pense qu'on devrait arriver... Et puis je ne préjuge pas ce qui peut se passer entre les BIC et les BNC. Hein, la DGFiP... C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais de toute façon, oui, non, mais on a déjà quelques exemples de dossiers qui me paraissent... je veux dire, exemplaire sur le PS. Dans le bon sens ou dans le mauvais exemplaire? Dans le bon sens pour la DGFiP, je pense. Et dans le bon sens aussi pour l'adhérent, parce que vu les rappels, ça lui évite quand même des majorations de 40% si c'était l'administration qui s'en est occupée. Voilà. Un petit rappel sur les factures un petit peu, je veux dire, avec des fournisseurs qui n'ont pas pignon sur rue, éventuellement faites manuellement avec un simple cachet. En dehors du département, on peut aller jusqu'à vérifier l'existence de l'entreprise. On peut, hein. On peut le faire. On peut le faire. Le contrôleur qualité, lui, le fera. Oui.
C'est bon pour la partie EPS. Donc le compte rendu de mission, donc évidemment, il a été adapté aux nouvelles missions qui étaient confiées aux OGA. C'est l'arrêté qui a été du 16 janvier 2017. C'est vrai qu'il est quand même un peu plus détaillé que le CRM précédent, mais il devrait nous permettre de valoriser les travaux réalisés par les OGA. On a un petit peu, je veux dire, abandonné le CRM positif, de savoir sous quel motif le CRM restait positif. À partir du moment où il n'y avait pas de dossier, pas de problème sur le dossier, ce qui nous intéresse dans les CRM positifs, c'est éventuellement les rectificatives qui ont été faites sous l'action des OGA. Donc ça, on l'a bien évidemment conservé. On a surtout travaillé sur les cas de CRM négatifs et de la possibilité donc pour les OGA de demander donc maintenant des pièces justificatives dans le cadre de l'ECCV et de l'examen qui sont réalisés sur ces pièces justificatives dans le cadre de l'EPS. Alors évidemment, ça demande un peu plus de travaux, un peu plus de détails, mais ça devrait nous permettre aussi d'un peu plus connaître les actions et la plus-value apportée par les OGA. En même temps, si j'ose dire, ça va aussi nous permettre de détecter les OGA qui seront un petit peu hors normes. On pourra connaître par centre, par association, le taux de CRM négatif qui ont été... Le nombre de pièces demandées qui serait très inférieur, ce genre de choses. Voilà, donc pour les centres qui ne seraient pas dans la norme, on aurait plus tendance quand même à aller voir qui nous expliquent pourquoi ils ne sont pas dans la norme. Ils auront un contrôle supplémentaire. Tiens, vous ne pouvez pas le dire. Mais il existe des centres avec plusieurs milliers d'adhérents où il n'y a pas de CRM négatif. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Voilà, la probabilité d'une visite complémentaire inter-contrôle qualité tous les 6 ans est plus élevée pour eux. Oui. Oui, donc alors sur le travail qui a été fait sur le CRM, donc c'est ce que je disais sur le CRM positif, donc il y a désormais 4 cas de CRM positifs et on a un peu plus détaillé les CRM négatifs. Alors à noter sur les CRM, si je peux me permettre, sur les CRM négatifs que c'est du multi-choix. Tout à fait. CRM positif, un seul choix, ouais. Mais ce qui est prioritaire, c'est de savoir s'il y a une rectificative de fait. Et sur le CRM négatif, on va un peu plus dans le détail. Alors, ça servira aussi à l'administration, voilà, pour être complet. On s'en doutait un petit peu. Mais je vous le dis quand même, parce que tout le monde s'en doute. Voilà. J'en ai passé une. Voilà, c'est bon. Ça va aller. Alors, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle charte des bonnes pratiques des organismes de gestion agréés qui a été publiée au BOFIP le 1er mars dernier. Donc, bien évidemment, elle remplace la précédente charte. Et les nouvelles dispositions ont été commentées dans le BOFIP OGA qui a été lui-même publié un peu plus tard, le 5 juillet 2017. Donc, pour mémoire, effectivement, une structure pour être agréée doit être conventionnée et dans la convention, chaque structure s'engage à respecter la charte des bonnes pratiques. Donc effectivement, tenue de la respecter. Donc elle est composée de 3 grandes parties, les missions, le fonctionnement et les adhérents. Donc je vais décliner ces 3 grandes thématiques les unes après les autres. Alors, en ce qui concerne les missions des OGA, on a reprécisé les missions obligatoires et les missions accessoires, en intégrant bien sûr l'EPS en tant que nouvelle mission obligatoire des organismes de gestion agréés. On a aussi un petit peu reprécisé les choses au niveau de l'activité de formation, qu'on a laissée en mission obligatoire parce que c'était une demande des organismes de gestion agréés lors du groupe de travail. Mais on a quand même décidé de recentrer les formations sur les domaines cœur de métier, c'est-à-dire les domaines du droit, de la fiscalité, de la comptabilité ou de la gestion. Sachant que sous ce vocable de gestion, on accepte les formations dites de gestion des ressources humaines.
Alors, si je puis me permettre, parce que vous nous aviez dit l'année dernière déjà que vous ne feriez pas une liste à l'après-vert de l'ensemble des formations tolérées, mais c'est vrai qu'on a eu souvent des petites questions de ce type-là, tout ce qui est les formations dans BIC par exemple, sur la vitrine, voilà, Word, Internet, tout ça. On est bien d'accord, ça pose pas de problème. Tout à fait. À partir du moment où ça a un lien clair et précis avec l'activité professionnelle, ça pose pas de problème. Sur recruter ses salariés, sur tout ça, pas de souci. Gestion de la clientèle, formation en langue étrangère, tout ça, bien sûr, ça continue d'être autorisé. Tout à fait. Alors, on a également encadré le lieu et les prestations accompagnant les formations qui doivent être justifiées et ne pas entraîner de coûts disproportionnés. Et les directions locales continuent d'être destinataires des programmes de formation, justement pour vérifier que les thématiques de formation sont bien en rapport avec l'activité professionnelle. Alors sur la formation, on avait une petite précision sur la notion, la formation est ouverte à l'adhérent et à son représentant, qui était auparavant le conjoint, le salarié, 3 petits points. Vous nous avez enlevé les 3 petits points. Quid des experts comptables qui viendraient en formation? Oui, nous pouvons vous confirmer que les 3 petits points recouvrent encore les experts comptables. Donc c'est conjoint, salarié, experts comptables, on continue à admettre. Merci. Voilà. Ah oui, juste un petit point pour vous dire qu'effectivement, au niveau de la procédure disciplinaire, les OGA doivent mettre en œuvre la procédure disciplinaire à l'encontre des adhérents qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on l'a quand même réaffirmé. Et il est très important que l'OGA formalise cette procédure disciplinaire, puisque le contrôleur de qualité sera en droit de demander à l'OGA contrôlé d'en justifier. Donc, très important de conserver une traçabilité de la procédure disciplinaire. On y sera particulièrement attentif. En ce qui concerne le fonctionnement des OGA, on a réaffirmé le fait que les OGA doivent bien sûr disposer des moyens matériels et humains suffisants pour pouvoir garantir leur indépendance et leur autonomie, notamment au niveau des cabinets d'expertise comptable qui sont à l'origine de leur création. Donc on a réaffirmé qu'ils ne pouvaient externaliser des prestations de services informatiques, hébergement de serveurs informatiques, etc., à un de leurs administrateurs conseil d'un de leurs adhérents. Ils ne doivent ni subventionner de structures externes, ni pratiquer le mécénat ou le parrainage. Ça, c'est une précision qu'on a apportée. On a également décidé d'encadrer de manière un peu plus précise les conseils d'administration, avec un plafond d'1 tiers de membres appartenant à une même structure, justement pour éviter notamment la mainmise en fait, de certains cabinets d'expertise comptable sur les conseils d'administration. Sachant qu'effectivement, le principe des 3 collèges a été réaffirmé tout en étant encadré, puisqu'en fait, c'est minimum 1 tiers de membres adhérents et maximum 1 tiers de membres fondateurs et de membres associés. Sachant qu'on a apporté le 2 août dernier une petite précision pour les règles d'arrondi, pour s'assurer qu'effectivement les adhérents sont toujours supérieurs. Voilà, ils ne sont jamais en infériorité numérique, si je puis dire. On a également affirmé le principe selon lequel les fonctions d'administrateur et de salarié ne peuvent pas être cumulées et que les conseils d'administration ne doivent pas intervenir notamment dans les conclusions des CRM. Même si les CRM sont signés par le représentant de l'organisme agréé. Alors on en a discuté tout à l'heure, c'est peuvent être signés. Voilà, tout à fait. Mais pas doivent être signés. Alors là, au niveau de la sous-traitance, donc là encore, il faut que la sous-traitance, bien sûr, est autorisée, mais doit rester compatible avec le principe d'autonomie et d'indépendance des OGA. Donc c'est pour ça qu'on l'encadre, avec notamment la réaffirmation selon laquelle les missions d'opinion, de rectification, de sanction restent de la stricte compétence des OGA, notamment au niveau de ces missions de contrôle. Il est impossible de sous-traiter la réalisation de missions non obligatoires, sauf pour les audits techniques. Et il est interdit de sous-traiter une mission de contrôle à un professionnel ayant été le conseil de l'adhérent depuis au moins de 3 ans.
Alors, on a également apporté des précisions sur les rétributions autorisées et sur les rétributions interdites. Et notamment, on a interdit aux OGA de rétribuer la production et la transmission de données EDI en dehors de la rémunération versée à un partenaire EDI, la transmission des documents et pièces justificatives à transmettre dans le cadre de l'EPS et l'apport ou le maintien d'adhérents. Alors, en ce qui concerne les adhérents, dans l'arrêté sur les nouveaux modèles de convention paru en novembre, enfin signé en novembre 2016 et paru en décembre 2016, nous avons prévu que les OGA tiennent à compter du 1er janvier 2017 leur registre d'adhérents sous une forme dématérialisée, sachant que cette obligation ne s'applique qu'au flux. C'est-à-dire par le flux, on entend les nouveaux adhérents à compter du 1er janvier 2017, l'OGA conservant la possibilité de conserver un registre papier pour son stock d'adhérents, donc antérieur au 1er janvier 2017. Donc ça implique bien sûr qu'ils se réorganisent, et notamment pour ceux qui tenaient leur registre papier, qu'ils fassent l'acquisition d'un logiciel. Donc c'est pour ça que nous avons donné des consignes de bienveillance à nos correspondants pour qu'ils accompagnent, qu'ils fassent un effort de pédagogie auprès des OGA au cours de l'année 2017. Donc on a également précisé que le logiciel doit respecter les principes de séquentialité et d'irréversibilité pour qu'effectivement ça reflète de manière la plus sincère possible l'état des adhérents. Une nouveauté dans la charte des bonnes pratiques, c'est qu'on a désormais interdit le droit d'entrée pour assurer une véritable transparence et une véritable comparaison en fait, utile entre les cotisations pratiquées par les OGA. Mais néanmoins, nous avons fait une tolérance pour 2017, puisque nous sommes bien conscients qu'il faut que les OGA puissent adapter leur statut et le temps de réunir une assemblée générale. Donc on exigera cette interdiction du droit d'entrée à compter du 1er janvier 2018. Alors oui, donc tarification et cotisation, donc on reste sur le principe comme quoi la cotisation, l'unicité de cotisation, c'est-à-dire que la cotisation est en principe identique pour tous les adhérents. Il y a néanmoins une exception pour les nouveaux organismes de gestion agréés qui sont les organismes mixtes de gestion agréés, donc qui accueillent à la fois des adhérents BIC, BA et à la fois des adhérents BNC, puisqu'on les autorise à faire un différentiel de 20% selon la catégorie d'adhérents, sachant que c'est encadré donc à partir d'une fourchette de 20% calculée à partir de la cotisation maximum. Donc c'est bien entre le BIC et le BNC. Deux structures BIC qui fusionneraient. Oui. Alors en fait, on part de la cotisation maximum. Donc ici, il se trouve que la cotisation BIC était la cotisation maximum. Effectivement, on part de la cotisation BIC et on calcule une fourchette de 20% dans laquelle doit figurer la cotisation des BNC. D'accord. Il n'y a pas de délai de mise en application? Est-ce que sur 3 ans, se rapprocher des 20% ou c'est les 20% tout de suite? C'est des questions qu'on a eues. Hein, d'accord. Non, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir la même cotisation pour les BIC et les BNC. Il y a l'écart maxi 20% de 20%. Voilà. D'accord. C'est parfait, merci. Et par contre, là, c'est en termes d'application sur l'OMGA, à partir du moment où c'est une nouvelle structure, l'application doit être immédiate. Hein. On ne peut pas monter des statuts en disant il y a un écart de 40% entre les deux. Non. Dire, là, si vous voulez, la charte, on a dit qu'on serait tolérant sur ça pour une mise en application au 1er janvier 2018 pour tout ce qui demandait des accompagnements ou des modifications du statut. Là, s'agissant d'une nouvelle structure avec la création d'un OMGA, les statuts doivent prévoir que l'écart entre les deux cotisations doivent être conformes tout de suite. On va pas avoir quand même, il y a des cas de centres qui, même entre BIC, pas forcément BIC et BNC, où il peut y avoir des écarts plus importants, et ça fait rater des fusions à cause de ça. Alors que s'il y avait un délai de 1 ou 2 ans pour se mettre en harmonie, ça pourrait avantager les fusions. Pas forcément BIC-BNC, c'est une question qui a été posée souvent, où les gens ont des fois des écarts tellement importants qu'à cause de ça, ils ne font pas la fusion, ce qui est un peu dommage. Pour moi, si la fusion ne se fait pas, c'est à cause des hommes, pas de l'écart entre les cotisations. Si, des fois, malheureusement, ça compte. Il y a un budget à équilibrer, on est d'accord. Donc pour poursuivre sur le principe de la cotisation unique et de ses exceptions, peuvent bénéficier d'une cotisation réduite les primo-adhérents en début d'activité pour leur première année d'adhésion.
Les adhérents soumis au régime micro, sachant qu'on apportera sans doute des précisions lors d'une prochaine publication de BOFIP de fin d'année sur les OMGA en fait, qui voudraient pratiquer des cotisations réduites pour leur adhérent micro ou leur adhérent primo-adhérent. Alors dans la nouvelle charte, on a également encadré la possibilité pour les OGA de faire des facturations distinctes en sus de la cotisation. Donc on l'a autorisé au niveau des formations, enfin des séances de formation et d'information, mais en précisant que l'OGA doit être en mesure de justifier du surcoût engendré pour lui par ses actions de formation ou d'information. Donc concrètement, ça signifie que si l'OGA n'a pas les ressources pour fournir en interne la séance de formation, qu'il doit donc recourir à des prestataires externes, type une entreprise, un prestataire de formation ou une location d'une salle suffisamment vaste pour accueillir les stagiaires et que ça lui occasionne des surcoûts, il pourra effectivement refacturer à l'adhérent ces surcoûts. Au niveau des prestations allant au-delà des missions légales,